Bienvenue sur les petites interviews by Yes Home. Je vous laisse tranquillement arriver. Je suis Véronique Dubourg, comportementaliste canin. Mon expertise, c'est la régulation des émotions humain-chien. Et j'ai à cœur de partager ma vision du chien en invitant des spécialistes pour vous aider à mieux comprendre votre chien. Bienvenue, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Aurélie, qui va se connecter. Bienvenue, bonjour à tous. Salut Aurélie. Salut. Alors, j'ai pas encore eu le temps vraiment d'annoncer le thème, mais je pense que Voilà. les personnes sont au courant. Donc, on va parler de sensibilité au bruit et de tout ce que ça implique chez le chien. En attendant, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je suis Aurélie Maillard et j'ai fondé mon entreprise Possum il y a 1 an et demi maintenant, presque 2 ans d'ailleurs. Et je fais de l'éducation et du comportement canin et globalement des chiens sensibles au bruit en très très grande majorité dans mes suivis. Oui, parce que donc on peut dire que Irus était lui-même un chien sensible au bruit. Donc Oui. peut-être on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Vous continuez d'arriver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous êtes les bienvenus pour ça. Donc comment as-tu remarqué qu'Irus avait cette sensibilité au bruit? Alors, en toute honnêteté, je l'ai pas remarqué tout de suite. Et j'ai fait énormément d'erreurs avec lui. Je voyais que quand il y avait un bruit, il pouvait vraiment s'arrêter, se figer, dresser ses oreilles avec une bascule du corps vers l'avant. On voyait sa pupille qui se dilatait, le blanc des yeux, il était vraiment pas à l'aise. Mais j'étais persuadée que c'était les humains dans l'environnement, parce que c'était un chien qui avait vraiment une peur des humains. Il était réactif humain, c'était très 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 difficile pour lui. On pouvait même parler de phobie d'ailleurs aux humains. Et j'étais persuadée que c'était ça. Du coup, je travaillais ça et je le travaillais sans relâche, en désensibilisation, contre-conditionnement, sur terrain contrôlé. Et en fait, j'aggravais la situation de mon chien. Et puis ensuite, j'ai compris que c'était les bruits. J'ai commencé à me dire, mais c'est pas logique ce qui se passe. Parfois, il va réagir à 150 mètres, d'autres fois à une distance beaucoup plus basse, 80 mètres, sur des personnes totalement différentes. Et c'était les bruits extérieurs qui étaient difficiles pour lui, le passage des voitures, euh, globalement des bruits qu'on retrouve très souvent, donc les coups de fusil, les feux d'artifice, mais aussi des petits bruits du quotidien dans la maison, mais à l'extérieur aussi. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que le problème n'était pas forcément celui que je pensais et celui à travailler à la base. C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut donc dire que ton chien déchargeait finalement sur les humains en fonction de l'ambiance sonore. Totalement. Et puis, alors, il avait des traumatismes tout de même liés aux humains. Il avait vraiment des difficultés avec eux, mais de travailler finalement sur cette sensibilité au bruit, sur ses capacités à s'en remettre, à être plus à l'aise dans son environnement, à avoir confiance en lui, en l'environnement, en moi, j'ai plus besoin de travailler sur sa réactivité aux humains, finalement. En tout cas, Ouais. c'était, c'était le fond du problème, était plutôt les bruits que les humains en eux-mêmes, même si on avait un historique pas très sympa avec les humains. Ok, donc du coup, une fois le diagnostic posé, c'est le bruit. Par quoi tu as commencé? Comment tu t'es... Alors, ça a été finalement de le préserver, de plus du tout l'exposer à ce qui lui faisait peur. Ce qui était difficile parce qu'il avait peur d'à peu près tous les bruits dans la maison, l'électroménager, tout lui faisait peur. Donc, on a commencé à lui créer une petite bulle sensorielle finalement. Irus, il adorait ma chambre, qui était devenue la sienne d'ailleurs. C'était le lit, son endroit favori, donc ça m'a déjà donné deux petits indicateurs. Il aimait être là, il aimait être sur le lit. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Donc, fermer les volets, ça a été énorme pour lui de commencer à vraiment créer ce cocon de la lumière le dérangeait aussi beaucoup. Si on avait un environnement trop lumineux, c'était difficile pour lui aussi. On a commencé aussi à un petit peu le laisser tranquille finalement, lui permettre de se remettre, de décompresser, de se reposer, de mieux dormir aussi, parce que quand on est sensible à tous les bruits et qu'on réagit même la nuit, même si lui n'avait pas des réactions d'aboiement qu'on peut avoir chez certains chiens, la nuit quand je me réveillais, je pouvais voir mon chien qui était figé, la pupille dilatée, le blanc des yeux, et je comprenais pas trop ce qui se Mhm. passait. J'étais persuadée que c'était moi, le fait de m'être réveillée, levée, et en fait non, c'était les bruits extérieurs de voitures qui passent devant la maison, de portes de voitures qui claquent, en tout cas de portières de voitures qui claquent. C'était toutes ces petites choses-là. Et le fait de le préserver de tout ça au maximum en créant vraiment oui, une bulle sensorielle adaptée à lui et ensuite prendre en compte un petit peu ses problèmes de santé, trouver des vétérinaires qui ont été à l'écoute pour faire les recherches parce que
Irus était un profil particulier, ça va être un petit peu trop long d'en parler, on détaillera peut-être un petit peu déjà plus tard, mais de pouvoir prendre en compte ses problèmes de santé et aussi son anxiété, ça a été les premières choses à faire et qui ont tout débloqué par la suite, mais absolument tout. Donc, ça veut dire que il restait la majeure partie du temps, journée, et dans cette chambre. Dans un premier temps, oui. Alors la porte n'était pas fermée parce que lui avait pas ce besoin-là, que la porte soit fermée, ça le dérangeait pas, que ça reste ouvert. Mais il avait vraiment besoin d'avoir sa petite musique, une petite odeur aussi rassurante qu'il avait avec lui. Ça, il adorait ça. Je ne sais pas pourquoi, Alors, mais c'était il quoi adorait ça. comme odeur? Alors lui, il avait l'odeur de valériane. Moi, je trouve que ça sent les pieds, mais lui, la valériane, c'était son truc préféré. Il avait la lavande aussi, qui était plus agréable pour moi, mais la valériane était son odeur favorite. Et puis à la fin, on était à un stade où j'avais plus besoin de tout ça, hein. Quand il y a un bruit, était difficile pour lui. Je lui proposais soit une musique qu'il aimait beaucoup. On a quelques petites, des petites bandes son, et j'en parlerai un petit peu Oui. plus tard, qui peuvent être intéressantes chez certains chiens. Lui, il adorait, c'était Ludovico Einaudi et la musique, c'était Una Mattina en boucle. C'était sa musique favorite avec une petite odeur. Il pouvait se passer quoi que ce soit dans l'environnement et il n'en avait plus rien à faire. Et petit à petit, il s'est dit que bah finalement, l'environnement, il n'était pas si anxiogène que ça, que bah, sortir de la chambre et d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et dehors, bah, c'était plutôt cool. Et au final, bah, il s'est mis à un petit peu saisir tous les contrastes environnementaux, des portières qui claquent, le bip d'une machine à laver ou même le bruit en lui-même de la machine à laver était difficile. Une chasse d'eau aussi était difficile. De se dire que bah, tout ça, c'était pas si grave et il continuait de... C'était un chien qui avait besoin de beaucoup de repos de par ses sensibilités et du coup, c'était juste, ok, il se passe un truc, bah, je me rendors et parfois il se réveillait même plus. Alors que c'était un chien qui pouvait avoir des réactions très très intenses comme lécher les murs, grignoter les murs, essayer de se défenestrer aussi. Donc voilà, c'était toutes les petites choses qui ont permis de l'aider. Mais c'est hyper intéressant et déjà j'ai 1000 questions, mais je vais essayer de rester sur la trame par rapport à ce que tu dis. Mais effectivement, je sors de formation qu'on a donnée avec ma consoeur sur le système nerveux et c'est ça que j'essayais de transmettre, c'est vraiment de contacter ses ressources, de voir sont les ressources et c'est exactement ce que tu dis. Là, il y avait les odeurs et la musique et les ressources passent par les sens. Donc c'est merci pour ça et j'ai vu qu'il y avait une question. Bonjour, certaines personnes pourraient dire que c'est une façon d'éviter le problème. Qu'en pensez-vous? Oui. Oui, dans un premier temps, oui, c'est d'éviter le problème parce que on, on a un chien qui n'est pas en capacité finalement de faire face. Il n'a pas les ressources pour y faire face. Donc, dans un premier temps, oui, il est mieux de l'éviter et puis de construire finalement bah, sa capacité à y faire face, à s'en remettre, sa résilience. Tout ce travail de fond qui est hyper important dans plein de thématiques d'ailleurs comportementales. Et puis par la suite, bah, de pouvoir peut-être le réexposer, pas toujours. Irus a pu être exposé à des coups de fusil, néanmoins je restais très vigilante parce que on restait sur un chien sensible et que oui, il pouvait tolérer maintenant d'aller se balader en période de chasse, d'entendre des coups de fusil assez lointains. Néanmoins, je lui proposais toujours en entrant ces petits moments de décompression dans sa chambre avec sa petite musique, sa petite odeur, son petit cocon avec les volets fermés, histoire qu'il puisse tout de même se remettre. Même si à l'instant T, il n'avait pas des réactions excessives, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un effet d'empilement ou autre. Donc, je prenais en compte cette sensibilité qui est individuelle, qui va dépendre de chaque individu finalement. Bienvenue, je vois que d'autres personnes nous ont rejoints. Bienvenue à toutes et à tous. Vous pouvez poser vos questions si vous le souhaitez. Et on va peut-être expliquer ce qu'on entend déjà, définir qu'est-ce qu'une sensibilité au bruit. Oui, alors le terme sensibilité au bruit, dans les études, en tout cas dans les dernières que j'ai pu lire, et on va dire que ça englobe les réponses liées à la peur, l'anxiété et la phobie. Du coup, si tu veux bien, bah, je vais un petit peu définir ces termes-là. Alors la peur, c'est l'appréhension d'un stimulus, d'un objet, d'un événement. C'est censé être une réponse essentielle à la survie. Quand c'est normal d'avoir peur, on a tous peur, ça nous protège du danger. C'est censé en tout cas être proportionnel au risque du préjudice, du danger en face de nous. L'anxiété, c'est l'anticipation d'appréhender une menace, et cette menace, elle n'est pas forcément réelle, elle n'est pas forcément apparente. Du coup, on est un petit peu dans l'élargissement de l'attention du chien parce que la différence avec la peur, c'est qu'il est dans cette anticipation. Il est déjà dans ce... Il peut se passer quelque chose. Et puis la phobie, c'est la peur disproportionnée par rapport à l'intensité du stimulus. Et c'est une peur qui persiste une fois que la menace, elle est disparue. Il y avait une personne qui... Alors j'ai suivi un séminaire sur la sensibilité sensorielle et je me souviens que cette personne, dont j'oublie toujours le nom, c'est... je ne sais pas pourquoi, mais elle avait dit que la peur protège et la phobie handicap. Et j'avais trouvé ce petit raccourci vraiment, vraiment
super intéressant à transmettre. Et on a un lien entre phobie et anxiété, c'est l'anticipation d'une menace. L'hypervigilance, oui. Oui. Et puis, comme on en a parlé un petit peu avant, je voulais tout de même en parler un petit peu parce que Irus, on pouvait dire qu'il avait finalement une sensibilité sensorielle. On a certains individus où les odeurs, les lumières, les bruits, bah, qui peuvent être anodines pour certaines personnes, bah, le sont pas pour d'autres. Et ça va provoquer des réactions récurrentes, longues, intenses. Et voilà, ça peut facilement les surcharger. Irus faisait plutôt partie de ce groupe de chiens qui pouvait être surchargé même par les odeurs des humains. Si Mm. on passait derrière un groupe de marcheurs nordiques qui étaient passés là un quart d'heure avant, ils surchargeaient au bout de 100 mètres et je pouvais faire demi-tour et rentrer à la maison, lui faire ce petit cocon. Super. Quels types de bruits sont les plus souvent problématiques pour les chiens? Alors, d'après toujours je me base beaucoup sur les études que j'ai pu lire, hein. C'est vraiment pas l'expérience que je peux avoir dans mon suivi client parce que, bah, j'ai d'autres cas. Néanmoins, ce qui revient le plus, c'est les bruits, bah, très forts, hein, les feux d'artifice, ça revient très fréquemment, les coups de fusil aussi. Et après, on peut avoir le passage des avions. On peut avoir le bruit des voitures, des portières de voitures qui peuvent se rapprocher un petit peu de ces bruits-là, toujours des bruits forts. Et puis ensuite, on a ce qui alors chez l'humain surtout, on en parle, quand ça commence et chez le chien aussi, il me semble qu'il y a une étude à ce sujet. Quand ça commence à se généraliser à des bruits domestiques, là, c'est que le problème enfin, il faudrait peut-être déjà travailler en amont, mais une fois que ça se sensibilise aux bruits domestiques, ne pas hésiter, à vraiment consulter. C'est vraiment super important parce que une fois que bah, comme pour Irus, par exemple, le bip d'un électroménager, on peut avoir certains chiens, par exemple, là j'ai un suivi qui il anticipe tellement le bip d'un robot ménager qui fait un bruit de moteur assez effrayant, je trouve aussi, mais que le simple fait de le brancher, il est déjà en panique totale. Donc c'est vraiment important si on le peut, si on en a la possibilité, de consulter avant, en tout cas d'en parler, ne serait-ce qu'un vétérinaire comportementaliste, de voir ce qu'il est possible de faire en amont. Justement, on va parler de l'identification des symptômes. Alors, quels sont les signes que les humains peuvent observer chez le chien qui est sensible au bruit? Alors, on peut avoir des chiens qui vont chercher de l'attention constamment, parfois, on se dit juste: «Bon, ben, on a un chien qui veut de l'attention», mais on peut avoir vraiment ce chien qui constamment nous demande de l'attention. J'en ai un en suivi, même la nuit, il entend des bruits difficiles dans l'appartement qui sont vraiment, vraiment compliqués pour lui. Il vient demander de l'attention en levant le bras, c'est vraiment compliqué pour lui. Il vient se coucher sur la personne pour essayer d'avoir de l'aide. Il a vraiment besoin de soutien social à ce moment-là. On peut avoir des chiens qui vont vocaliser aussi d'avant en arrière, par exemple d'une fenêtre d'où vient un bruit. Ils vont avancer, reculer en aboyant, en allant vers leur gardien aussi. Ça peut être des petits signes de sensibilité au bruit. On peut aussi avoir des chiens qui vont essayer de fuir, de se défenestrer s'ils sont en intérieur. On en a certains qui peuvent le faire. On a d'autres chiens qui, s'ils n'y arrivent pas, s'ils sont bloqués par une laisse, par exemple, comme pour Irus, c'était son cas, ils figeaient, tout simplement. On était un petit peu en état de catatonie. On pouvait voir ses pupilles dilatées, on peut voir des allaitements, un rythme cardiaque élevé. Tout de même, ça on en avait aussi parlé en amont, je voulais un petit peu insister sur ce point. Souvent, on s'attend à voir des léchages de babines ou des bâillements, des choses comme ça. C'est rarement le cas en sensibilité au bruit. En tout cas, c'est ce qui est mis en avant dans les études. C'est des choses très peu observables. D'accord. Et d'ailleurs, sur la photo du live, c'est vraiment justement un figement d'Irus Oui. où on voit, Mince, je t'entends plus du tout de mon côté. Je ne sais pas pourquoi. Ah, tant pis. Alors, comment différencier une réaction normale d'un chien à un bruit à une véritable sensibilité? Parce qu'on a tous vu nos chiens surpris par un bruit et ça passe, etc. tout à fait. Alors, on va voir aussi l'intensité de la réaction finalement, parce que on va avoir des chiens qui vont avoir peur, qui vont un petit peu sursauter, mais qui vont s'en remettre très vite. Du coup, ça va être aussi la capacité à s'en remettre. Est-ce que le chien s'en remet très vite ou est-ce qu'au contraire, bah, ça continue un petit peu de durer, c'est difficile pour lui de passer à autre chose. On peut aussi avoir la fréquence des réactions. Est-ce que bah, ça se produit de plus en plus souvent sur d'autres bruits? On peut commencer à se poser la question, est-ce que c'était juste un bruit fort soudain qui est apparu? C'était difficile, puis il s'est dit, bon, bah, c'est pas grand-chose, je passe à autre chose. Ou alors, bah, après, il y a eu d'autres bruits plus anodins et il a réagi encore plus fort. Ça peut être des petits indicateurs. Ok. Euh, alors, j'ai bonjour, comment rejoindre le live? Alors, je ne sais pas, j'ai un texto comment rejoindre le live. Il y aura un replay de toute façon. Je vais peut-être prendre le temps de répondre, mais je te donne une question avant. Penses-tu que certaines races de chiens sont susceptibles d'être plus sensibles au bruit? Et si oui, lesquelles et pourquoi?
Alors, on a certaines races de chiens qui sont mises en avant pour être plus sensibles au bruit parce qu'elles sont sélectionnées finalement pour ça, pour avoir une ouïe fine. Je pense surtout aux chiens de berger, surtout les border collie, les bergers australiens que j'ai en suivi. Ça, c'est des races qui reviennent quand même très 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 souvent. D'accord. Ok. Par rapport aux patrons moteurs qui peuvent Exact. sensibiliser, et est-ce que du coup l'humain peut rajouter une sensibilité, enfin comment dire, conditionnée par quelque chose ou pas? Ça dépend. Ça J'avoue que là, dépend. j'aurais pas de réponse, malheureusement. Ok. Alors, on va parler de l'impact sur le comportement. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent maintenant. Vous pouvez poser vos questions si vous le souhaitez tout au long du live. Comment la sensibilité au bruit peut-elle affecter le comportement général d'un chien? Tu l'as déjà un peu dit, mais si tu peux développer. Euh, Quand on a un chien qui est sensible au bruit ou même qui a une sensibilité sensorielle, on est plus à même d'avoir un chien qui va développer un stress chronique. Ça peut vraiment nuire à sa vie au quotidien, à son bien-être, à sa santé aussi. On sait l'impact du stress sur les problèmes de santé. Donc, c'est vraiment pas anodin. C'est vraiment, vraiment pas anodin. Hmm. Du coup, le stress chronique, c'est trouver des ressources pour faire baisser ce stress, de la sécurité. Oui, Et ça répond à la question du début, que l'important, c'est de faire grandir la capacité. On fait grandir la capacité en amenant de la sécurité. Ça, c'est basique. oui. Et puis on peut même réussir à casser ce cercle vicieux finalement du stress chronique lié à ça. C'est hyper important. Parfois, on doit passer par la médication. Ça a été le cas d'Irus. C'est pas toujours le cas dans mes suivis, mais parfois c'est nécessaire. OK. Cette sensibilité peut-elle conduire à des problèmes comportementaux plus graves, comme bah, c'est ce que tu viens de dire, comme une anxiété généralisée, des peurs, etc. Oui. Qu'est-ce qui peut se transmettre? Mmh. Tout à fait. Oui, oui. Ça peut vraiment aller beaucoup plus loin. On a aussi des études qui mettent en cause que certains chiens sensibles au bruit, parfois avec ou non des problèmes de santé, peuvent être plus à même de faire de l'anxiété de séparation, par exemple. Donc ça peut vraiment aller plus loin. Et en plus, comme tu l'as dit, l'anxiété de séparation, le fait d'être pot de colle peut aussi être un signe de. Donc, Là, comment j'avoue, là, j'avoue que c'est plus du tout mon domaine, j'avoue, l'anxiété de séparation. Donc, je ne saurais pas dire. J'avais un chien très pot de colle, Irus, qui avait tout ce qui pouvait finalement amener à de l'anxiété de séparation. Il en a pas fait. Donc, je ne saurais pas dire si c'est un indicateur ou non. Mais en tout cas, à ce jour, il est montré que le fait d'avoir une sensibilité au bruit, avec ou non des problèmes de santé associés, peut amener, en tout cas, peut favoriser une anxiété de séparation. Donc, c'est vraiment à prendre en compte pour pouvoir le traiter. de voir un spécialiste. Alors, quelle stratégie recommandes-tu aux humains pour aider leurs chiens sensibles au bruit? Dans un premier temps, ce serait déjà d'éliminer l'éventualité d'un problème de santé. Parce qu'il est maintenant mis en avant que bah, des problèmes gastriques, des problèmes hormonaux, des problèmes de douleurs ostéo-articulaires, j'ai aussi des chiens avec des otites chroniques en suivi, ça peut vraiment jouer sur la sensibilité au bruit. Parfois, c'est la cause et la conséquence. Ça peut vraiment être à l'origine et parfois juste ça vient un petit peu en rajouter ou ça peut être la conséquence aussi. Bah, on a certains chiens sensibles au bruit qui ont, bah, comme pour Irus, qui malheureusement n'avaient pas ce problème de santé, mais qui s'est développé avec le stress, qui a développé des reflux gastriques à cause du stress Mm. lié à sa sensibilité au bruit. Donc, c'est vraiment quelque chose à évincer dans un premier temps, surtout si le chien auparavant ne montrait pas de signes de sensibilité au bruit et que ça arrivait d'un coup. Je dirais que c'est vraiment la première chose que je ferais dans ces cas-là, c'est d'aller explorer ça. Euh, Dans un second temps, selon bah, ce qu'il est possible de faire pour ces personnes, de se faire accompagner pour pouvoir prendre en charge ce problème individuellement parce qu'il n'y a vraiment pas de solution toute faite ou de protocole miracle. Il faut vraiment que ça s'adapte à chacun. Donc de pouvoir se faire accompagner, que ce soit par un vétérinaire comportementaliste, un comportementaliste, mais voilà, de pouvoir avoir de l'aide dans cette thématique-là. D'accord, on a un commentaire. On peut tenter, hop, je remets. Léonie nous dit, on peut tenter de conditionner son chien. Exemple, mettre une certaine musique quand le. Alors de mon côté, j'ai un petit problème de son, je t'ai pas du tout entendu, mais je pense voir le commentaire de Léonie. Par Alors, contre, si tu m'as
pas entendu, c'est que personne ne m'a entendu, donc je D'accord. vais relire. On peut tenter de conditionner son chien, exemple mettre une certaine musique quand le chien vit des émotions agréables pour ensuite s'en servir comme ressource qui rappelle le sentiment agréable. Oui, totalement. Bah, c'est un petit peu ce qui se passait avec, et dans d'ailleurs beaucoup de mes suivis, pas toujours, mais ça arrive, où Irus avait cette petite bulle où il avait besoin d'un bruit de fond pour se concentrer dessus. Il était vraiment sur ce bruit, il saisissait ce qui se passait autour, il se remettait un petit peu dessus, genre, c'est bon, je laisse tomber l'avion qui passe et je me remets sur ma petite musique tranquille. Et du coup, ça me permettait vraiment, très, très, très longtemps après, vraiment d'avoir rendu un petit peu conditionné ça au quotidien, d'avoir amené ça de prédictible, de sécurisant et par la suite, bah, d'avoir un événement difficile et de me dire, ok, bon là, potentiellement, on a plein de cyclistes qui vont passer devant la maison, on a le feu d'artifice qui est prévu le soir, bah, je vais lui permettre de ressortir cette petite musique-là, cette petite odeur. Parfois, juste l'odeur ou la musique suffisait, j'avais plus besoin de tout remettre. Et après, dans des pièces totalement différentes, il était plus forcément dans sa petite chambre, il allait dans le salon, peu importe. Tant qu'il avait au moins un petit quelque chose qui le rassurait, c'était ok pour lui, il vivait bien ce moment. Donc, c'est possible. Oui, de la Oui, prévisibilité. Excellent. totalement. Ma chienne adore la musique, surtout classique et relaxante. Ça couvre parfois certains bruits extérieurs qui l'angoissent. Voilà, c'est ce que tu disais. On va voir le rôle de l'environnement. Comment l'environnement dans lequel vit le chien peut-il influencer sa sensibilité au bruit? Et ça, c'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question parce que ça va dépendre. Je peux prendre l'exemple ensuite alors j'en ai d'ailleurs plusieurs, mais je vais prendre l'exemple de celle-ci, d'une petite border collie qui pourtant venait d'un super élevage avec une super socia, qui malgré tout a cette sensibilité sensorielle. Elle est très vite surchargée par les odeurs, par la lumière, par les bruits, et elle vit en plein centre-ville. Hmm. Et pour elle, ça a vraiment aggravé les choses. Malgré tout, le fait de lui créer un petit cocon chez elle, de pouvoir l'emmener au vert de temps en temps, de trouver des petits moments de disruption pour elle, où elle peut vraiment couper avec cet environnement, elle l'aide vraiment beaucoup. Donc, l'environnement a vraiment un impact sur la sensibilité au bruit du chien, en fonction aussi de ses sensibilités à lui. Euh, pour Irus, concrètement, c'est sûr que vivre en pleine ville, ça aurait pas été avec toutes les sensibilités qu'il pouvait avoir. Néanmoins, je pense à ma chienne qui vit plutôt en cœur de village, où on peut avoir le bruit des cloches. Elle, c'est le bruit des cloches. Elle a un problème de santé, une maladie chronique du tube digestif. Ça la rend sensible à ce bruit-là. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Ce bruit-là est vraiment difficile pour elle. Si elle est en pleine ville, elle est beaucoup plus à l'aise. Donc ça va vraiment dépendre de chacun. Oui, donc vraiment d'observer et de mettre au vert cette notion, un chien qui serait en ville et si on peut se faire des petits week-ends, partir à la campagne ou un gîte, enfin, Total. pour un peu récupérer de la capacité. Donc, bah justement, j'allais te poser la question, mais tu l'as déjà, mais peut-être tu vas développer. Que peuvent faire les humains pour aménager leur maison afin d'aider un chien sensible? Plein de choses. On va bah, déjà pouvoir créer un petit peu ce cocon. Moi, j'appelle toujours ça une bulle sensorielle. J'aime bien ce petit mot-là, mais ça doit vraiment être un endroit sécurisant pour le chien, où il pourra se reposer, se ressourcer et puis un petit peu être à l'abri finalement des stimuli difficiles pour lui. Ça va être déjà dans un premier temps de choisir l'endroit. On peut un petit peu voir où son chien va le plus souvent dormir, vers quel endroit il va se tourner. S'il a eu un petit peu peur de quelque chose, où il va plutôt aller. Pour Irus, bah, c'était très clair. J'étais pas du tout un soutien émotionnel, social pour lui à ce moment-là. Lui, c'était il partait, il courait dans la chambre et il se mettait sur son lit. Donc lui, c'était très très clair. Pour d'autres chiens, c'est un petit peu moins clair et je sais pas si Flore nous regarde, mais je pense toujours à elle quand j'en parle. C'est son chien Pixel qui est en suivi avec moi, on a vraiment essayé la chambre parce qu'on s'était dit c'est la chambre. C'est forcément la chambre, il adore se mettre sur le lit ou autre. Non, c'était le garage. Donc parfois c'est pas toujours Ah l'endroit oui. auquel on pense. Vraiment pas. Lui, c'était le garage parce que ça lui permettait d'être vraiment à l'abri de plein de stimulations difficiles pour lui et où il a pu récupérer et tellement évoluer au point de maintenant revenir dans la maison avec sa petite playlist qu'il aime bien et de pouvoir être beaucoup plus détendu. Mais ça va être aussi du coup de choisir l'endroit. Choisir le couchage aussi, pour certains, ça peut être un très bon levier. Pour Irus, bah, toujours, c'était le lit. Si je mettais juste la chambre sans un lit pour humain, vraiment, il avait mon lit que je pouvais avoir avant. S'il avait pas ça, il se posait pas. Donc, pour certains, ça peut être très, très important aussi bah, de se creuser un petit peu la tête sur le couchage qu'on peut choisir pour son chien. Sur d'autres, pas du tout. J'ai certains chiens en suivi qui sont plutôt, bah, ils sont même le sol, ils sont pas du tout très précieux, ça s'en fiche un petit peu. Pour les aider, on peut aussi utiliser, du coup, bah, comme on en a parlé, des musiques.
Je vais essayer de faire court sur ce point, mais je vais aussi un petit peu insister parce qu'il y a vraiment plein de leviers de ce côté-là qui peuvent être intéressants. C'est qu'on a différents bruits qui sont associés à des couleurs. Souvent, on connaît les bruits blancs de par la haute de cuisine, on sait que c'est un bruit blanc. Pour certains chiens, ça a pu être associé négativement. Je pense à un chien en suivi, même ma chienne maintenant, qui ont des troubles digestifs, qui se sont dit, oh, la personne commence à cuisiner notre ration ménagère. Elle touche à la hotte. Je vais avoir mal au ventre. Je déteste ce bruit. Bon, ma chienne, les bruits blancs, c'est plus du tout son truc et ce chien non plus. Mais malgré tout, on a d'autres bruits. On a les bruits verts qui se rapprochent des bruits blancs. On a les bruits marrons qui sont beaucoup plus profonds et qui d'ailleurs, chez l'humain, sont utilisés par certains thérapeutes pour travailler sur une phobie au tonnerre, par exemple, parce qu'ils se rapprochent vraiment de certaines fréquences qu'on peut avoir. Ils peuvent être très, très intéressants. On va aussi avoir les bruits roses qui peuvent être, en tout cas pour moi, moins agaçants que les bruits blancs parce qu'on a une intensité sonore chez les bruits blancs, ils sont toujours à la même fréquence, alors que les bruits roses, ça diminue, c'est beaucoup plus doux en tout cas. Je trouve qu'ils sont plus doux. Donc ça peut être très intéressant de tester ces petites choses-là, toujours dans un moment où le chien est en capacité de le faire, hein. On saisit toujours les opportunités où il va bien, où tout se passe bien, et pas les opportunités où ça va pas du tout, et où c'est plutôt les moments où on va essayer de gérer l'environnement comme on peut, de faire au moins pire mais de vraiment favoriser le meilleur moment pour tester ces petites bandes-là, voir comment ils réagissent, ça se passe bien. Dernièrement, on a pu voir que bah, les chiens, enfin, avant, plutôt, on mettait en évidence que la musique classique et le reggae, c'était super pour les chiens, ça pouvait être hyper rassurant, ça pouvait baisser le niveau de stress. Néanmoins, maintenant, c'est un petit peu remis en cause et on se rend compte que c'est plutôt les bruits familiers qui vont rassurer les chiens. Donc, ne pas hésiter à creuser. Est-ce qu'on a écouté des musiques qui ont pu plaire à notre chien? Est-ce qu'on peut tester ces choses-là? Et puis moi, ce que je vois en suivi, ce qui peut aussi aider, si on veut essayer de soit camoufler ou en tout cas de créer ce petit cocon à son chien, c'est que bah, certains chiens, ils ont aussi leurs préférences à eux. Et là, je pense toujours à Pixel, qui lui adorait la web radio. Il fallait qu'il entende des gens parler. Euh, C'était son truc à lui. Et puis maintenant, malheureusement pour Flore, qui n'est pas très fan de cette chanteuse, mais il écoute Adele, Someone Like You en boucle. C'est sa musique préférée du moment. Donc voilà, de rester ouvert sur ce qui peut les aider, sur leur goût à eux. Néanmoins, comme on va essayer d'être présent à ce moment-là, il faut aussi que ça nous plaise aussi un petit peu à nous. En tout cas, que ça ne soit pas hyper négatif pour nous. C'est pas le but. Moi, personnellement, comme j'ai dit à Flore, Adele, ça serait difficile pour moi si je devais l'entendre juste à côté, puis être un soutien social pour mon chien, ça serait quand même un petit peu délicat. On peut aussi fermer les volets, mettre des films aux fenêtres, enfin, vraiment essayer de camoufler au maximum. Pour rendre notre chien tout simplement dans ce petit cocon à l'abri. Et puis petit à petit, on verra qu'on n'a vraiment plus besoin de toutes ces petites choses-là, en tout cas pour une majorité de suivi que je peux avoir, où petit à petit, on commence à retirer des petites choses. Et puis aussi quand les bruits sont, qu'on est à l'extérieur, avec les bruits extérieurs qui peuvent être difficiles pour notre chien, de globalement essayer de gérer au maximum l'environnement parce qu'on l'a vu, il n'y a pas toujours que les bruits, on peut avoir les odeurs, on peut avoir les lumières. Donc d'essayer de trouver le moment le plus adéquat quand on veut sortir notre chien et aussi de se dire que parfois c'est peut-être pas OK de le sortir pour lui et que c'est totalement correct de se dire je vais pas faire une balade parce qu'il est pas en capacité, je vais pas faire cette activité-là parce que ça va être trop pour lui, il va peut-être pas réussir à s'en remettre. De moins en faire, c'est le conseil général dans mes suivis en majorité. Oui, je te rejoins là-dessus. Et puis, c'est vrai qu'en activant le chien avec une balade, et ça peut durer après, le temps qu'il retrouve. Donc, effectivement, parfois, moins c'est plus, c'est à adapter. C'est très intéressant ce que tu dis, même par rapport au garage, qui effectivement est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit, oh, c'est froid, c'est isolé, etc. Totalement. Donc, d'observer son chien et après d'amener du confort là où il a choisi d'aller. Je Ouais. pensais justement à des chiens qui peuvent se mettre sous des meubles ou quoi. Là, c'est un peu aussi, ça fait mal au cœur de voir son chien. Donc là, comment on fait? Est-ce que là, on va adapter ce coin quand même au chien? On le laisse. Totalement. Irus, au début, d'ailleurs, à son arrivée, il s'est caché sous un meuble pendant des semaines et même des mois. Si je dis pas de bêtises, il me semble que ça a duré un mois et demi, 2 mois, où il se mettait sous un meuble en journée, il sortait que la nuit, où il y avait moins de bruit, tout simplement. Donc j'avais adapté au mieux cet endroit-là comme je le pouvais parce que du coup, il avait développé une réactivité à moi aussi, vu qu'il avait des difficultés avec l'humain. Et puis en plus, moi, je faisais du bruit parce que j'avais pas forcément conscience que
ce qui lui faisait peur, donc je comprenais pas trop tout ce qui se passait chez lui à ce moment-là. J'ai également suivi une petite chienne, la plus mignonne de la terre, je trouve, qui, elle a besoin de se mettre derrière le canapé. Et ben, on a fait un petit endroit derrière le canapé, et puis petit à petit, elle commence à se dire que, bah, franchement, tout le salon, il est plutôt sécurisant. Et puis bah, sur le canapé, on est plutôt pas si mal que ça. Donc elle a totalement switché, elle est revenue sur sur le canapé maintenant. Donc c'est vraiment d'essayer après de pouvoir grandir cette petite bulle. D'accord. Et quand tu disais les bruits, parce que c'est un peu contradictoire, donc il y a les bruits qui peuvent leur faire peur, les bruits d'un appareil ménager, et en même temps il y a des bruits du quotidien qui peuvent les rassurer. Donc Totalement. là-dessus, il faut, comment on fait pour, on teste, On et où trouver observe ces ressources alors? Est-ce qu'il y a déjà des, sur YouTube, est-ce qu'il y a déjà des choses d'enregistrer avec des bruits totalement. N'hésitez pas, YouTube, Spotify, Deezer, il y a des playlists hyper longues de plusieurs types de bruits, vert, blanc, rose, marron, comme on a pu parler, qui sont sans publicité, qui sont du coup super parce qu'on vient pas d'un coup avoir une publicité, c'est plus du tout prédictible et rassurant pour le Ah chien oui, parce qu'il se demande ce qui se passe. Donc, n'hésitez pas parce que c'est des ressources qui sont gratuites, mais totalement, on a des bruits du quotidien qui peuvent être difficiles pour les chiens. Par exemple, je pense un chien en suivi qui a des difficultés avec les bruits de bouche de ses propres humains. Donc c'est vraiment c'est de l'observation finalement au quotidien, de voir ce qui peut être le déclencheur, si on a un effet d'empilement aussi. Il y a peut-être eu un bruit qui a été difficile et après bon bah tous les autres bruits deviennent encore plus difficiles, ils réagissent encore plus fort. De collecter un petit peu les données, c'est un petit peu le terme qu'on va avoir en rendez-vous, mais de prendre des notes, voir ce qui se passe, quand ça s'est passé, dans quel contexte, et essayer un petit peu de décortiquer tout ça. C'est quelque chose qu'on peut essayer de faire soi-même, en tout cas, qui, à l'époque, je me suis un petit peu retrouvée toute seule avec Irus sur ça et que bah, je vais commencer à prendre plein de notes, à remplir des tableaux, à essayer de comprendre ce qui se passait, mais que si on s'en sent pas, on n'en a pas juste l'envie ou ça nous demande trop de ressources, de vraiment pas hésiter à se faire accompagner par des personnes formées dans ce domaine, hein. Il y en a plusieurs, donc de vraiment pas hésiter. ok. Ça me fait penser, j'amenais ma chienne au travail avec moi et c'était à Paris à l'époque. Et je lui avais mis justement le bruit du métro quand elle était petite, à 2 mois en petite dose. Et effectivement, je ne sais pas si c'était ça ou autre chose, mais ça a été un non-événement, quoi. On a pris le Ouais. métro et justement, on va parler de la socialisation, de l'importance de la socialisation. Quelle est l'importance dans cette gestion du bruit pour ces chiens sensibles? Alors, on a quelques études qui montrent l'importance de la socialisation au bruit, alors au rythme de chaque individu, parce que chaque frère et sœur dans la portée, ou chaque frère s'ils sont que des garçons, ou chaque sœur si elles sont que des filles, bah, ils vont avoir un petit peu une sensibilité sensorielle différente, donc vraiment d'aller au rythme de chacun afin d'éviter une sensibilisation au bruit par la suite, parce que c'est possible que ça arrive. Néanmoins, je tenais à insister dessus parce que ça peut être très culpabilisant pour certaines personnes, mais ça arrive. On a des chiens qui n'ont pas de prédisposition génétique, qui n'ont pas de problème de santé, qui ont une super socialisation et sociabilisation par la suite, qui n'ont pas eu de traumatisme et qui pour autant ont cette sensibilité sensorielle. Et et c'est OK. On est tous sensibles différemment. Comme moi, je supporte pas la ville. Si j'ai un rendez-vous en ville et j'en ai quand même assez régulièrement, je sais que j'en prends qu'un dans la journée. Après, je suis fatiguée. J'ai vraiment besoin de récupérer. Alors que d'autres personnes adorent vivre en ville. Donc, c'est vraiment très individuel et je pense que c'est important d'en prendre conscience pour accompagner au mieux possible notre chien parce que c'est pas parce que son frère ou sa sœur, bah, ça se passe bien. Tout va bien pour lui que pour le nôtre, c'est le cas d'y prêter attention en tout cas. Oui, oui, je m'identifie beaucoup. J'ai quitté Paris pour la campagne justement pour ce bruit et les odeurs de parfum, tout ça. C'était déjà beaucoup trop pour moi. Donc, voilà, c'est pour faire un petit. On va parler des ressources et des outils, sauf si déjà sur tout ce qu'on a vu avant, tu as quelque chose à rajouter peut-être, ou on Euh, peut passer à ça. euh, Si tu veux, je peux peut-être insister sur les causes ou les conséquences de la sensibilité au bruit ou d'une sensibilité sensorielle. C'est vrai que j'ai certains points que j'ai pas, j'aurais pu creuser un petit peu plus en tout cas. Euh, Par exemple, je pense à un petit chiot et j'ai déjà pu en parler avec d'autres personnes, mais une personne m'a contacté catastrophée. Elle pensait vraiment que son chiot était sensible au bruit, mais il aboyait tout le temps après tous les bruits. Elle trouvait qu'il dormait pas assez. Et en fait, c'était vraiment tout bête, mais c'est vrai que
c'était OK de ne pas y penser à ce moment-là. Et puis même pendant le rendez-vous, c'était en l'observant que je me suis rendu compte qu'en fait, son panier était trop en hauteur. Il avait un espèce de petit canapé. C'était un chiot de croisée petite race. Et c'était un petit canapé surélevé sur pied. C'était vraiment inaccessible pour lui aller se coucher. Ça lui demandait un effort. Il avait l'air de vraiment vouloir du confort. Donc le tapis ou le carrelage qui était le sol de la maison n'était pas OK pour lui. Et dès qu'on a retiré les pieds de ce petit panier, puis qu'on lui a mis un petit couchage aussi tout très douillet et accessible en plus, bah, il a dormi, il n'y avait plus du tout d'aboiement sur les bruits ou de recherche d'aide ou quoi que ce soit. Donc, c'est aussi des petites choses à prendre en compte, de voir si bah, on n'a pas aussi un environnement trop stimulant pour notre chien, qu'on fait pas trop de choses avec lui, et juste en baissant les activités, ça va un petit peu mieux aussi. C'est des petites choses qu'on peut tenter en amont avant de se dire, bon, la situation bah, requiert peut-être l'intervention d'une personne. On peut tenter ces petites choses en amont, de voir si en baissant l'activité, on a du mieux, si en proposant d'autres zones de couchage, peut-être plus loin des bruits aussi. Euh, Également, il y a des petites choses dont j'ai pas parlé, on a parlé de la cause médicale, on a aussi certains traitements médicamenteux qui peuvent amener une sensibilité au bruit. On a une étude de 2018 dessus qui montre que certains corticostéroïdes peuvent accentuer la sensibilité au bruit des chiens, voire la créer. Donc c'est important aussi de se dire que, d'accord, mon chien a un problème de santé, il semble pas sensible au bruit, néanmoins son traitement peut peut-être le sensibiliser dans le temps et du coup le prendre en considération. Parce que c'est ok que son chien prenne un traitement, c'est juste normal de prendre en charge son problème de santé. euh, Comme il faut, juste se dire, ok, bah, je vais peut-être faire attention, prêter attention à ce qu'il va entendre, de l'observer un petit peu plus pour voir comment ça se passe pour lui. Et peut-être qu'il se passera rien du tout et que tout ira bien. Mais voilà, je voulais insister sur ces petites choses-là aussi. Oui, de creuser. Et donc, en termes de ressources et d'outils, est-ce que tu peux nous en donner? Qu'est-ce que tu recommandes pour mieux comprendre et gérer la sensibilité au bruit de nos chiens? Oui, alors il y a une plateforme qui, je sais, doit fermer, mais visiblement les webinaires sont toujours en ligne, donc vraiment n'hésitez pas. C'est la plateforme Behavior Vets qui est géniale, qui déborde de ressources sur la sensibilité sensorielle, sur euh, la manière de travailler la résilience. Il y a vraiment plein de choses sur cette plateforme qui est géniale. Néanmoins, elle est anglophone, donc ça peut être le petit moins. Mais je réfléchis en français. On a quand même assez peu de ressources en français, mais je trouve intéressant parce que on a tout de même des ressources chez l'humain sur la sensibilité sensorielle, sur l'hyperacousie, sur la phonophobie, sur la misophonie aussi. Et ça peut être vraiment aussi intéressant d'aller voir ces ressources parce que finalement, on retrouve que certaines choses mises en place dans le travail chez l'humain, mais sont totalement reprises dans le travail chez le chien ensuite. Donc ça peut être intéressant d'aller creuser aussi ces petites pistes-là, je pense. Ok, justement, bah, on repose la question, avez-vous un site qui regroupe différentes études? Là, c'est plus pour les études scientifiques. Comment tu trouves les études Alors, scientifiques? je vous avoue, dans ces cas-là, je me sers pas mal de Google tout de même pour les retrouver parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Alors, il y en a quand même quelques-unes et au besoin, si des personnes veulent en échanger avec moi, de pas hésiter d'aller sur mon compte Instagram, de cliquer sur le petit bouton mail, de me contacter et je les partage volontiers, j'en échange volontiers pour... voilà, je suis hyper... j'adore faire ça, si on peut échanger des petites études, des petites choses, totalement OK avec ça. Donc ne pas hésiter si vous en voulez, j'ai un disque dur qui est bien rempli sur le travail de résilience, sur la sensibilité au bruit ou la phobie au bruit. Enfin, il y a pas mal de petites choses, donc ne pas hésiter, ce sera avec grand plaisir. Super. Alors, merci pour ce direct et les bruits de contact, genre chat qui saute sur du parquet. Peut-être en avez-vous déjà parlé. J'ai pris en cours de route. Bienvenue à toi. Oui, et bah, d'ailleurs, je pense toujours au petit Pixel, donc le chien de Flore qui adore Adèle et qui adorait le garage pendant un moment. Pareil, il avait des difficultés avec le bruit des chats. Quand il redescendait sur la poubelle, ça faisait un petit bruit métallique qui était difficile pour lui. Donc pareil, dans un premier temps, bah, le garage lui a permis finalement d'avoir cette disruption avec les chats et de pouvoir le réintégrer là petit à petit et d'être dans la maison avec eux et que ça allait mieux. Mais ça a été tout un travail finalement de fond en amont avant qu'il puisse revenir dans la maison. Même s'il revenait de temps en temps, on voyait que ça restait un petit peu sensible pour lui. Il repartait dans le garage, il demandait de lui-même aller dans le garage et ça c'était vraiment génial d'avoir cette autonomie, de se dire ok bon bah j'aboie pas, il pouvait aboyer, vocaliser vraiment beaucoup. Là c'était plus bon bah je vais me mettre à l'écart, je fais ce choix-là. Je sais que Morgane partage aussi beaucoup sur Dakota qui pouvait aussi beaucoup un petit peu aller vers le bruit qui lui fait peur plutôt que s'en éloigner, qui maintenant bah, fait le choix de s'en éloigner comme Irus. Et ça, c'est vraiment des prises de décision qui sont géniales. Des compétences d'autonomie, peut-être un mot, Totalement, justement. oui,
Totalement. C'est vrai que nous, on parle beaucoup de compétences de vie, mais ça entre dans l'autonomie totalement. Oui, oui. Ouais, de savoir. Et j'ai une question également pour revenir sur les ressources, ça peut peut-être aider. Comment tu as introduit, donc c'était en huile essentielle, tu as parlé, je crois, de lavande ou de Oui, marjolaine. oui, oui. Voilà. Comment tu l'as introduit? Comment les personnes peuvent tester si c'est le chien précis? Parce que il y a là aussi, ils peuvent se renseigner auprès de la zoopharmacognosie, mais comment sans forcément se former, comment déjà, en quelle huile, comment faire? Alors, je vous avoue que moi, j'ai pas du tout de formation en zoopharma de mon côté. C'était sur un stage en gestion du stress. On en a un petit peu parlé, on les a abordés plus dans le but de créer ce petit cocon, mais de se dire, bon, bah, chez l'humain, on voit certaines huiles essentielles où c'est prouvé qu'elles amènent de la détente. Alors pourquoi pas, on va les tenter, toujours pour essayer d'optimiser les choses. Du coup, je me souviens que de cette formation, on avait lavande, camomille matricaire, gingembre. Noix de coco et vanille, de recommander en tout cas, qui semblaient fonctionner chez l'humain et à tester sur le chien. Dans ces cas-là, ce qu'on faisait, c'était qu'on mettait le flacon parallèle au sol. Le chien est un petit peu plus loin, on voyait s'il s'approchait de l'odeur ou non. On a vu comme indication de mettre le flacon à 2 mètres, en tout cas à 1 à 2 mètres, parce qu'on savait pas l'impact qu'il pouvait avoir sur les muqueuses et de voir un petit peu ce qui se passait. Est-ce qu'il s'en approchait? Est-ce qu'il prenait les odeurs? Je sais qu'Irus, la première fois qu'il a senti la lavande, il était fou, il arrêtait pas de se lécher la truffe. Il était super content, il prenait des grandes inspirations et il s'est même couché au sol à ce moment-là, alors que c'était un chien qui ne se couchait jamais au sol. Il devait toujours être en hauteur pour être assuré. Donc, ça a été des petits indicateurs de OK, c'est plutôt une odeur qui lui plaît. Je pense aussi à ma chienne qui adore le gingembre. C'est une odeur qui lui plaît beaucoup, qui amène vraiment beaucoup de décompression chez elle. Elle prend de grandes inspirations, alors que moi, je suis plutôt à quitter la pièce quand elle réclame son petit flacon d'huile essentielle. Et on en a certains, c'est assez net, qui aiment pas du tout les huiles essentielles. C'est trop fort pour eux. Ils quittent littéralement la pièce si on ouvre un flacon. C'est peu importe l'huile qui est utilisée, dans ces cas-là, bon bah, c'est difficile de dire au client, on va peut-être tenter autre chose parce qu'on reste tout de même sur un achat, sur des dépenses. Donc, si on voit que le chien vraiment sur 2 odeurs, il dit non, on se dit bon, on laisse ça de côté. Et puis peut-être aller sur des choses moins intenses comme les eaux florales, où on a aussi le spray Pet Remedy qui est très dilué, qui est vraiment très léger en termes d'odeur, parce qu'il contenait de la valériane et il me dérangeait pas, alors que vraiment la valériane, c'est non pour moi. Et donc peut-être des petites pistes comme ça à tenter. Oui, les eaux florales, c'est pertinent vu leur flair incroyable et ça peut être une approche déjà, oui. Ok, si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais parce on va bientôt se quitter. Euh, Déjà, avant de passer à mes petites questions rituelles, est-ce que toi, tu as quelque chose que tu dis, tiens, j'ai oublié de dire ça, voilà, hein, Mhm. quelque chose où tu aurais besoin de revenir, en sachant que le live, c'est toujours juste du vernis, Oui. c'est pas, on n'est pas ici pour creuser, c'est pas une formation, c'est vraiment de mettre des petites graines et après d'approfondir. Et comme tu as dit, les personnes peuvent te contacter si besoin. Oui, si jamais elles ont des questions. Enfin, je suis hyper contente de pouvoir échanger quand j'en ai la possibilité, donc de vraiment pas hésiter. Euh, Là, en plus, non, parce que ça va aller dans mon petit conseil donné qui, je pense, peut être généralisé à pas mal de Eh ben, problématiques. justement, alors donc, si tu avais un conseil ou un message à nous transmettre, lequel ce serait? Ce serait vraiment de peut-être pas dans toutes les problématiques parce que je suis absolument pas spécialisée dans tout, loin de là d'ailleurs, mais en tout cas dans le cadre de la sensibilité au bruit, et peut-être que c'est transposable à d'autres, de vraiment faire ce travail de fond sur l'apaisement global, sur la confiance du chien en lui, en son environnement, en nous-mêmes, qu'il ait ce sentiment de sécurité, finalement d'aménager l'environnement pour qu'il puisse vraiment développer en plus ses compétences de vie, d'avoir plus confiance en lui, qu'il soit plus optimiste aussi, plutôt que de travailler tout de suite sur le bruit qui lui fait peur ou les bruits qui lui font peur. Ça a été ma... Voilà, de faire entendre un bruit et de cliquer une non-réaction et un bonbon, je l'ai fait pendant au moins 1 an. Ça a été la plus grosse erreur que j'ai pu faire avec Irus. Et si je peux éviter à certaines personnes de la faire, ben vraiment de plutôt travailler sur des compétences de vie plutôt que sur ce qui nous semble être le problème finalement à ce moment-là. Je te rejoins et on a des questions qui se rejoignent aussi. Que penses-tu des casques anti-bruit bien introduits et des caches-oreilles? Ça peut
être une solution pour certains. En tout cas, ça peut être une aide à un moment donné pour certains sur, par exemple, si on a un chien qui a peur des feux d'artifice le 14 juillet, quoi qu'on fasse, on n'arrive pas forcément là à l'instant T à créer quelque chose dans les 3, 4 semaines avant. Si on se dit, bah tiens, je vais peut-être tenter quelque chose, et puis bah là, vraiment, on n'y arrive pas, on débloque pas la situation. Ça peut demander du temps tout de même de créer ce petit cocon. Si ça peut limiter les risques pour lui, que c'est OK pour ce chien, que il y a vraiment pas de souci, qu'il est bien amené, que ça lui crée pas de douleur, parce qu'on a certains chiens qui, bah, du coup, ont cette sensibilité sensorielle, mais au toucher aussi, qui ont du coup difficile, enfin, c'est difficile pour eux d'être touchés, d'avoir des choses sur eux. Je pense par exemple au Thunder Shirt, c'est pas OK pour tous les chiens, même ça peut l'être pour d'autres. Donc de prendre ça en compte par rapport à notre chien, de se dire, OK, pour lui, ça peut peut-être le faire, ça peut peut-être être une aide ponctuelle à ce moment-là, puis de voir un petit peu ce qu'on peut faire en travail plus tard. Euh, Après, quand c'est plutôt au quotidien, ça me questionne un petit peu. Et là, j'aurais pas vraiment de réponse. J'ai pas. C'est encore quelque chose qui me questionne beaucoup si c'est pour le porter au quotidien. Oui, oui, oui. Non, mais ça, c'est pertinent de se dire que ça peut être quelque chose encore qui va l'activer. Oui. Euh, De, c'est- de, de plus entendre de choses rassurantes, de perdre finalement ce sens, ça peut. et le toucher, enfin, Oui, oui, en plus, euh, en permanence, oui, 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 ça peut être. oui, oui. Donc, bon, à essayer, mais je ne sais pas les prix de ces choses-là. Peut-être aussi, peut-être, voilà, à essayer pour pas que l'humain se dise, bah, j'ai investi et Oui, puis ça ne convient pas. j'avoue que jusqu'à présent, c'est pas quelque chose dont j'ai eu Donc, besoin, que ce soit pour mon chien ou dans le cas de mes suivis. Néanmoins, on peut peut-être essayer avant avec quelque chose de pas très lourd. Par exemple, je pense à un snood, de voir si on le passe au chien, est-ce qu'il est plutôt OK avec ça, comment il se sent avec ce qu'on peut passer autour de sa tête, et puis poser dessus, avant de peut-être partir sur un achat plutôt onéreux. oui. Ne pas hésiter à référer vers un praticien en zoopharmacognosie, appliqué, certifié IMIN. Je ne connaissais pas, merci. Tous les animaux sont réceptifs, mais c'est une construction de séances précises, plusieurs années de formation. Tout à fait d'accord. On peut travailler en duo sur ces problématiques avec beaucoup de succès. Très bien. Bah, écoutez, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup Aurélie. Ma dernière question, ce serait quelle personne, si tu étais à ma place, quelle personne aimerais-tu interviewer? Bah, déjà, merci à toi de m'avoir invité. Je voulais vraiment insister sur ce point. Et moi, je Et puis, remercie Morgane qu'on salue, qui t'a justement qui a passé le oui. micro. Et puis, bah, de mon côté, je voulais un petit peu parler d'Élodie Pin. Son entreprise, c'est Cro Bien Élevé. Elle est spécialisée en réactivité, aussi en sport canin. Euh, Élodie, elle propose des hunting games, on a certains suivis en commun où elle vient vraiment travailler la résilience du chien, développer la résilience du chien via des schémas en hunting games. Alors là, j'en parlerai vraiment pas aussi bien qu'elle, mais son travail est fascinant et c'est vraiment un levier incroyable pour certains chiens dans la sensibilité au bruit. Je vois Dakota, il prend énormément de plaisir. Je vois Pixel qui en fait de son côté, en tout cas Flore avec Pixel qui en fait de son côté, qui bientôt a rendez-vous avec Elodie. Et ça a été vraiment un levier très important pour eux aussi, pour leur optimisme, pour leur résilience. Enfin, c'est vraiment, ça peut être vraiment un levier super pour certains chiens. Ok, bah écoute, merci, c'est noté. Pouvez-vous mettre l'Instagram d'Aurélie? Alors, tu dois le retrouver puisque je partage, c'est une collaboration. Donc, en fait, c'est Possum, mais tu peux le retrouver tout simplement. Et le replay sera aussi en collaboration. Donc, ça, on le retrouve facilement. Merci beaucoup, merci à toi Aurélie. J'ai trouvé ça hyper intéressant, passionnant, avec plein d'autres questions. Je pense que les personnes aussi nous remercient, te remercient. Donc, je vous dis, on va faire une petite pause sur les lives, mais on va avoir une rentrée avec des interviews. Donc, j'ai trop hâte, hyper intéressant. Donc, je vous les annoncerai. Petite pause. Et puis, comme disait mon grand-père, prends ce que tu veux et laisse le reste. Je vous remercie. Belle fin d'année. Salut Aurélie. À Allez, bientôt. à bientôt.